Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de la palle de l'automne. J'ai sorti l'un de mes derniers t-shirts spécial automne pour cette vidéo et on va dire adieu dans cette vidéo à ce merveilleux décor automnal puisque c'est la dernière vidéo qui sort avant la réorganisation. Alors peut-être pas la dernière vidéo parce que dans mon planning il me semble que les vidéos des calendriers s'intercalent au milieu, donc des unboxings des calendriers de l'avant que je fais au mois de décembre. Mais c'est quand même la dernière vidéo avec ce décor là. Vous aurez un unboxing de calendrier l'avant avec un autre décor. Et ensuite la réorganisation des bibliothèques pour l'hiver. J'avoue que j'ai adoré faire ça, j'ai adoré voir mes bibliothèques avec ces couleurs là tout l'automne. Je sais pas ce que je déciderai de faire pour l'automne prochain. Mais il y a de fortes chances pour que je fasse une variante de ce truc là parce que j'ai franchement adoré les voir comme ça tout l'automne. D'ailleurs pour ce bilan on a une merveilleuse journée d'automne où il pleut, c'est super. Bref, les bilans de saison en gros c'est des vidéos dans lesquelles je vous présente les livres lus que j'avais mis dans ma palle de la saison, dont à peu près 3-4 vidéos, je sais plus trop, mais vous aurez ma palle de l'hiver. Et en gros, c'est pas du tout ce que j'ai lu en automne, ça, je vous les ai présentés en palle de septembre, d'octobre et de novembre pour le pumpkin principalement, et je vous ai montré ça dans des updates au fur et à mesure. Bon, d'ailleurs, je suis un peu à la bourre sur les updates lecture, et du coup, on reparlera d'Halloween et de l'automne début 2026 parce que je suis grave à la bourre. Mais ces vidéos là c'est mon challenge personnel, c'est mes 4 petits challenges personnels annuels dans lesquels je mets des livres que je veux lire, que j'ai envie de lire mais que je n'arrive pas forcément à caler dans les challenges. Il y en a ici que j'ai finalement recalé dans les pales, je crois dans la palle d'octobre, dans la palle de novembre pour le pumpkin, mais j'y arrive pas toujours. Et il y a des sagas que je veux avancer, il y a des gros livres en général que je veux lire et que j'arrive pas, des sagas que je veux commencer et que je prends pas le temps de commencer avec tous les challenges que je fais à l'année, donc ça reste mon petit coin à moi où vraiment j'y mets ce que je veux et je les lis en plus et en priorité sur les autres challenges, c'est-à-dire que ces livres-là sont prioritaires sur par exemple ma palle de septembre, ma palle d'octobre, ils ont été prioritaires et je me suis débrouillée pour les lire. Voilà, et il y a aussi une BD parce que je lis beaucoup de BD, c'est visible en musée graphique, etc. Mais j'emprunte beaucoup de BD à la bibliothèque et j'arrive de moins en moins à lire les BD qui sont chez moi et que j'ai acheté, qui sont à moi. J'en ai mis plein dans le pumpkin, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore fini de les lire alors qu'il me reste très peu de jours avant la fin du pumpkin. Mais bref, j'en mets quand même une par palle de saison, c'est pas énorme, mais au moins je suis sûre de lire 4 BD qui m'appartiennent par an. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Pour cette vidéo, je vais d'ailleurs commencer avec la BD du coup. Dans ces vidéos-là, je vous montre les livres de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Et dans les updates, je vous les présente dans l'ordre chronologique de lecture, ce qui donne plus ou moins des updates avec des abandons, des livres que j'ai aimés et tout. Mais là c'est des livres que j'ai lus quand j'ai pu, quand je les ai casés dans la saison d'automne ici. Et du coup, je vous les montre pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, mais de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, ça permet de finir la vidéo sur une note positive, je sais pas, je préfère. Bref, et la BD ici a été un échec total. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que mes attentes étaient complètement décalées, tout simplement. Donc c'est Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre. En fait, c'est une saga, tous les thèmes sont écrits par Loïc Clément, et à chaque fois on a un illustrateur ou une illustratrice différente, et du coup on a des personnages différents, un univers différent, etc. etc. J'ai plus le nom de la saga, j'ai cherché dedans mais c'est pas écrit. Donc normalement ce sera écrit en barre d'infos. Et en fait, je m'attendais à ce que la thématique soit nuancée dans le livre, soit abordée un peu de loin, soit un peu, que les choses soient un peu supposées, en pointillé, dites mais pas vraiment dites, vous voyez. Et en fait non, on y plonge les deux pieds dedans, on y est dedans jusqu'au cou dès la première page. Et du coup je me suis retrouvée avec ça, genre en pleine face littéralement, alors que je m'attendais à un truc un peu plus dilué dans l'histoire en fait. En gros ici on va rencontrer le petit Dracula et c'est écrit derrière, cet ouvrage aborde le drame du harcèlement scolaire dans un registre fictionnel inattendu. Voilà, parenthèse, il fait noir, je suis désolée mais il fait nuit, enfin il fait pas nuit, on est le matin, mais écoutez, j'espère que c'est pas trop sombre pour vous, mais j'ai pas trop le choix pour filmer cette vidéo. Bref, et donc en fait je m'attendais à ce que
on suit Dracula dans un univers un peu fantastique, parce qu'on parle quand même de Dracula, donc c'est un Dracula enfant qu'on va suivre et qui va ensuite devenir le comte Dracula qu'on connaît de Bram Stoker, etc., etc. Mais pour l'instant, il est enfant et il va à l'école. Et du coup, je m'attendais à un mélange avec Dracula, l'univers fantastique, et puis ce thème du harcèlement, mais presque en fond, presque en... ouais, en sourdine en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Et en fait, pas du tout. Vraiment, dès les premières planches, on est en mode Dracula va à l'école, il est harcelé par ses camarades parce qu'il est différent. Tu as plusieurs scènes de harcèlement où vraiment tu lis ce que ses camarades lui disent et lui font, et vraiment tu l'as dans ta gueule, mais genre vraiment. Et j'ai trouvé ça un peu violent. Alors, je dis pas que c'est mal fait, je dis pas que c'est mal écrit, je dis pas que c'est nul, mais je m'attendais pas à ce que ce soit fait de cette manière-là. Et du coup, je me suis moi-même sentie agressée. Peut-être que c'est le but, mais je pense que je l'ai pris comme ça parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cash comme ça dans ma gueule. Genre vraiment, je l'ai vraiment pris en pleine face et ça m'a un peu... Du coup, ma réaction, ça a été limite de refermer le livre et de dire non, je veux pas le lire, quoi. Je veux pas en entendre parler, alors que c'est pas le but. Le but, c'est d'aborder la thématique, de comprendre comment ça peut se mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. À qui en parler, tout ça. Et c'est un bon thème, hein. Évidemment, bien sûr qu'il faut en parler aux enfants, bien sûr qu'il faut le dire, à la fois pour ceux qui sont harcelés, mais aussi, selon moi, pour tous ces enfants qui le font soit consciemment, soit parfois même s'en rendre compte, parce que y a une personne qui va le faire consciemment, qui va insulter la personne, etc., ou lui répéter la même chose de très négatif tous les jours, et puis il y a tous les gens, tous les élèves autour qui voient ça, qui vont soit rigoler avec la personne, soit ne rien dire, ne rien faire, mais ne pas aider la personne qui est harcelée. Vous voyez, pour moi, il y a plusieurs possibilités dans cette thématique, et je trouve ça très intéressant de l'aborder ici, mais ouais, ça m'a un peu choquée de la voir aussi violemment. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est pas de la voir aussi violemment, c'est que je ne m'attendais pas à trouver ça comme ça dans cette BD. Je pense que vous avez compris, je me perds un petit peu et je me suis probablement interrompue plusieurs fois, mais enfin, il y a probablement plusieurs cuts. Mais ouais, c'est dommage. Le premier livre que je vous montre dans cette vidéo, logiquement, si vous m'avez suivi en vlog, vous savez lequel c'est. J'ai voulu réessayer l'autrice, je me suis dit avec la thématique, les fantômes et tout, ça va être mon truc, et en fait c'est une catastrophe. Pour moi il n'y a rien qui va dans ce livre, je ne vais pas mâcher mes mots, je ne vais pas y aller de main morte. Si vous avez aimé ce livre, si vous adorez ce livre, si vous appréciez l'autrice, si vous adorez l'autrice, franchement c'est super pour vous. Moi j'aurais adoré l'autrice, vraiment j'aurais adoré kiffer ce livre, et c'est pas le cas. Mais vraiment en fait, tout ce que je vais dire, c'est ni contre l'autrice, ni contre les gens qui l'aiment, c'est vraiment juste mon avis sur le livre. Et ce livre, c'est Cassidy Blake, livre 1, Chasseuse de fantômes, de Victoria Schwab. C'est un livre réalisé chez Lumen. Je ne sais pas réellement la position de Lumen en termes de jeunesse ou young adulte, mais c'est mon premier problème. Avant de vous résumer l'histoire, mon premier problème avec ce livre, c'est qu'on est sur un personnage qui a 11-12 ans. Donc, normalement, on est censé être en jeunesse avec un personnage de 11-12 ans. Je vais pas rentrer dans les débats, tu peux faire des livres adultes avec des personnages principaux qui sont jeunes, etc. etc. Ok, mais ici, c'est pas censé être le cas. Bref, donc on a un personnage de 11-12 ans et on a un univers fantastique avec des fantômes, des machins, des trucs, ok. Sauf que l'autrice construit clairement son livre comme un young adulte. L'attitude du personnage, la manière dont elle s'exprime, dont elle parle, même dont elle réfléchit dans sa tête, clairement, on dirait une ado de 15-16 ans facile. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais entre 11 ans et 15 ans, bah, les jeunes personnes n'agissent pas de la même manière. Elles ont grandi entre temps, tu vois. Et donc en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autrice dit que son personnage a 11-12 ans, alors qu'elle se comporte comme si elle avait 15 ans, et que du coup, normalement elle est censée être en jeunesse vu qu'elle a 11-12 ans, vu l'univers et tout, on est censé être en jeunesse, mais du coup on se retrouve en young adulte. Et donc en fait, tu perds tous les codes de la jeunesse, tu perds toutes les facilités auxquelles tu as le droit en jeunesse, parce que t'as pas construit ton histoire comme de la jeunesse. Tu construis ton histoire comme du young adulte, et bah tu as les codes du young adulte et pas de la jeunesse. Et là en fait, l'autrice, ce qu'elle fait, c'est avoir un personnage de 11-12 ans, mais on est clairement dans un young adulte pour moi, et en même temps, elle garde les facilités de la jeunesse,
Mais du coup, il n'y a rien qui va. C'est quoi ce micmac? Tu peux pas prendre ce qui t'arrange dans des trucs en fait, enfin ça marche pas comme ça. C'est pas parce que ton personnage il a 11 ans que t'as le droit de faire les facilités de la jeunesse alors que elle ne se comporte absolument pas comme une enfant de 12 ans. Je suis désolée, ce n'est pas vrai, il n'y a rien qui va pour moi dans la construction même de l'histoire. Pour les résumer, donc on va y suivre Cassidy, j'avais oublié son prénom, c'est marqué dans le titre, qui a donc 12 ans, et qui t'explique au début qu'un an plus tôt, à son anniversaire, elle a eu une mésaventure et tout, et depuis elle voit les fantômes. Ok, très bien. On a tout un truc où elle t'explique comment elle va de l'autre côté du voile, qu'est-ce qu'elle peut voir sur les fantômes, comment elle peut interagir avec eux. Ça a l'air très intéressant, sauf que elle n'interagit pas avec les fantômes. C'est-à-dire qu'on a toute une scène où elle va de l'autre côté du voile et elle voit ce qui est arrivé à une personne qui aujourd'hui est donc devenue un fantôme. C'est une scène assez traumatisante, enfin c'est une mort assez violente, on va pas se mentir. Donc elle voit ça, et puis elle rentre chez elle. Elle t'en parle plus jamais de cette personne, ce fantôme et tout. Cette scène est juste là pour te montrer comment elle va de l'autre côté du voile et qu'est-ce qu'elle peut voir et qu'est-ce qu'elle peut faire. Mais du coup, ça lui vient pas à l'idée d'aider les fantômes, tu vois. Elle est en mode balèque, il m'a appelé, j'ai vu ce que je voulais voir, bah je rentre chez moi, je fais mes devoirs, quoi. Déjà, ça me perturbe. Qu'est-ce que c'est que cette construction? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, vraiment. Tu me racontes une mort horrible d'un personnage qui a à peu près l'âge de Cassidy, en plus au moment des faits, tu vois, et ensuite balèque. Ensuite, c'est pas fini, quand elle rentre chez elle, ses parents lui disent que ils vont à Édimbourg pour l'été. Elle est pas très contente, blablabla, elle ronchonne comme il a 15 ans, tu vois. Là où, pour moi, en tout cas, alors ça c'est mon ressenti personnel, mais moi, à 12 ans, mes parents me disent on va en voyage, ben on va en voyage. Enfin, que je sois contente ou pas, ça me vient pas à l'idée de ronchonner comme je l'ai fait à 15 ans, tu vois. C'est pas une question d'éducation, c'est une question d'âge, tu vois. À 15 ans, je leur dis oh non, vas-y, flemme et tout. Mais à 12 ans, on y va, on y va. Enfin, bref, mais non, elle ronchonne comme il a d'autres 15 ans, elle a pas envie d'y aller, patati patata. Ça, c'est juste pour le storytelling, puisque de toute manière, elle va y aller, et de toute manière, elle va être ravie une fois sur place. On le sait. Mais bref. Donc, ils arrivent à Édimbourg. Je vous ai pas dit, j'ai lu 101 pages. Donc, ils arrivent à Édimbourg, et là, en un claquement de doigts, on passe d'une ado bougon et ronchon qui voulait pas y aller, qui avait pas prévu ça, patati patata, à on va se balader dans Édimbourg et on visite et c'est sympa, et les fantômes et les cimetières et machin et bidule. Je l'ai dit en vlog, elle est en train de nous faire un vlog à Édimbourg, Cassidy, mais genre vraiment. Et en fait, rendu là, j'étais en mode, le personnage m'insupporte, vraiment. C'est pas la faute de Cassidy, c'est vraiment qu'elle est mal construite, elle est mal branlée ce personnage. Enfin, vraiment, je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Vraiment, y a rien qui va. C'est comme un puzzle mal fait, ce personnage, ça ne va pas. Et les fantômes, bon bah son meilleur ami, je pas précisé, mais c'est un fantôme, mais en vrai, qu'il soit fantôme ou humain, bah ça change rien. Donc je vois pas trop l'intérêt. Et puis toute cette première partie où on t'explique de l'autre côté du voile et comment elle voit les fantômes et comment elle interagit et tout, bah moi ça m'intéressait ça, moi je veux savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne, pourquoi elle est un fantôme, pourquoi elle est restée sur place, mais non. Cassidy s'en fout, vraiment. Elle pourrait être ronchon et pas vouloir aller à Édimbourg parce qu'elle a prévu des fantômes, c'est pas le cas. Elle en a rien à péter, tu vois. Et donc à Édimbourg, je me suis arrêtée pas très longtemps après qu'elle soit arrivée à Édimbourg parce que à ce stade-là, j'étais déjà saoulée. Mais en fait, pour moi, elle ne va faire que ça, que survoler la thématique des fantômes. Il y a des fantômes qui existent, il y a des fantômes qui existent, tu vois. Elle discute avec eux vite fait, puis elle passe à autre chose, tu vois. Comme un être humain qu'elle rencontrerait et qui ne l'intéresse pas vraiment, tu vois. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris la construction de ce livre, de ce personnage, cet univers de... Je comprends pas. Vraiment, je suis choquée de tant de vide dans ce livre. Vraiment, je suis désolée, mais... Et j'appelle du vide ce qu'on me raconte alors que ça m'intéresse pas, tu vois. Tout ce qui m'intéresse n'est pas dit, n'est pas raconté, n'est pas expliqué, il y a rien de ce qui m'intéresse. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Je sais pas si je retenterai un jour du Willy Schwab, mais là, Victoria Schwab, Willy Schwab, elle a différents noms selon... Il me semble que Victoria Schwab, c'est son nom pour la jeunesse, et Willy Schwab, c'est son nom pour le young adulte. Bah ça, c'est du grand n'importe quoi, selon moi.
Ensuite, le Agatha Christie, l'heure où je filme cette vidéo, c'est le dernier livre que j'ai lu moi, donc c'est Le Miroir du Mort, c'est un recueil de 4 nouvelles et je l'ai dit en vlog aussi, c'est un bon moyen de découvrir l'étendue de l'écriture d'Agatha Christie, ce qu'elle est capable de construire, ce qu'elle est capable de mettre en place, comment elle est capable de te donner les éléments et les indices au fil d'une enquête, comment elle peut positionner le lecteur, est-ce qu'elle positionne le lecteur comme l'est Hercule Poirot, ou est-ce que le lecteur est en parallèle de Hercule Poirot et n'a pas tout à fait les mêmes informations, est-ce que le lecteur a plus d'informations que Hercule Poirot, parce que ici c'est Hercule Poirot, donc toutes les enquêtes sont menées par lui, et vraiment j'ai bien aimé, et avec ce recueil de nouvelles, il me semble que je l'ai dit aussi, je me suis rendu compte qu'il y a certains livres que j'ai pas fini d'elle, parce que c'était trop long, alors que c'était une volonté de l'autrice, enfin c'était un choix de prendre autant de temps avant que l'enquête démarre. C'est pour te donner réellement tout le contexte à toi, lecteur, lectrice, que n'a pas forcément du coup l'enquêteur ou l'enquêtrice ou Hercule Poirot en l'occurrence. Mais moi j'ai trouvé ça trop long, genre la moitié du livre où tu suis les personnages dans leur quotidien et tout, les quelques jours avant l'événement en fait. Moi j'aime bien quand l'enquête démarre le jour de l'événement et avec l'enquêteur on va chercher ce qui s'est passé avant, tu vois. Alors qu'il y a des fois où l'autrice te raconte vraiment au quotidien, jour par jour, ces jours-là d'avant l'événement avec les personnages, puis ensuite vient l'événement, donc la disparition, la mort, le meurtre, etc. Et dans les quelques pages qui restent, elle va résoudre le meurtre parce que tous les éléments, elle les a déjà donnés avant, tu vois. Mais ce principe-là, moi je trouve ça trop long et je m'ennuie un peu. Et donc là, on a une des nouvelles qui est construite comme ça, la dernière d'ailleurs. C'est la plus courte, heureusement, mais vraiment c'est un principe que j'aime pas. Mais je répète, c'est un bon livre pour découvrir l'autrice Hercule Poirot et la plume de Agatha Christie. Je vais revenir un petit peu rapidement sur les 4 nouvelles, je me suis noté 2-3 trucs. Ah oui, la première c'est ma préférée des 4. Dans la première, on va rencontrer une jeune femme qui rentre d'un week-end prolongé chez elle et elle était en colocation avec une autre jeune femme et elle va trouver son cadavre dans la chambre. Et donc, la question c'est qui l'a tué, quand, etc. etc. Hercule Poirot commence à enquêter et en fait, elle est retrouvée, donc cette personne est retrouvée avec une balle dans la tête et l'arme dans sa main. Donc, les premières suppositions disent que ce serait un suicide. Sauf que il y a quelques éléments qui collent pas vraiment avec un suicide. On dirait plutôt un suicide, enfin un meurtre maquillé en suicide, tu vois. Donc c'est pour ça qu'Hercule Poirot est appelé sur place et va enquêter. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. C'est ma nouvelle préférée des 4. Vraiment, je l'ai adoré. Voilà. La deuxième, on n'est pas sur un meurtre, on est sur un vol de documents politiques. Il y a plusieurs personnes dans une maison, c'est un huis clos un peu, il y a plusieurs personnes dans une maison, dont un homme politique assez haut placé anglais du coup, et il va dans son bureau à un moment donné pour montrer quelque chose à un de ses collaborateurs, et là il se rend compte que des documents très importants et top secrets ont été dérobés, et il n'a pas envie de prévenir la police parce que sinon ça va sortir dans la presse et patati et patata. Donc il appelle Hercule Poirot pour que ce soit fait de manière discrète. Et Hercule Poirot va un peu foutre le bordel là-dedans, pas se mentir. Je veux pas trop... Celui-ci c'est sans plus. Voilà, je me suis pas ennuyée en la lisant. Mais bon, c'est pas la meilleure histoire selon moi. La troisième, c'est celle qui donne le titre au recueil de nouvelles, donc Le Miroir du Mort, et c'est la plus longue des 4 nouvelles. Honnêtement, j'ai bien aimé celle-ci, mais je l'ai trouvée un peu longue, justement. Ici, en gros, on a un homme qui envoie une lettre à Hercule Poirot en lui disant que il aimerait bien que Hercule Poirot vienne le rejoindre chez lui pour un petit peu enquêter, mais que sa famille n'est pas au courant, parce qu'en gros, il soupçonne une espèce de complot contre lui, et au moment où Hercule Poirot arrive, cet homme est décédé. Voilà, il est retrouvé peu de temps après l'arrivée d'Hercule Poirot, en fait, cet homme est retrouvé mort dans son bureau. Et donc évidemment, il y a beaucoup de questions. C'est pareil, on est dans un quasi huis clos parce que tout le début, on a Hercule Poirot chez lui qui prend le train, qui va là-bas et tout. Et une fois qu'il arrive dans la maison, on n'est que dans la maison avec toutes les personnes présentes sur place. Les domestiques, sa femme, sa fille, son neveu, les invités parce qu'il y avait un dîner d'organiser, etc. Et donc en fait,
Hercule Poirot va interroger chaque personne une par une pour reconstituer les événements juste avant la découverte du cadavre en fait. Et ça prend du temps de recouper les infos, etc., etc. Et donc vraiment, il interroge chaque personne une par une. Ça prend du temps, on a tous les interrogatoires en détail. Et donc là, en fait, c'est le genre d'histoire où tu es quasiment Hercule Poirot, toi, lecteur, lectrice, puisque tu es vraiment avec lui et tu restes avec lui tout le temps. Il n'y a pas de moment où tu es avec les personnages et Hercule Poirot, il ne voit pas ce qui se passe. Vraiment, on n'est que avec lui. C'est lui qui met les interrogateurs et donc tu peux pas poser les questions que tu voudrais, mais tu as toutes les questions, toutes les réactions, toutes les réponses et donc tu peux réellement enquêter toi-même. La résolution m'a pas forcément convaincue, on va pas se mentir, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, c'était quand même sympathique. Et la dernière, c'est celle que j'ai, je sais pas, avec le vol d'avant, le truc politique, ça se vaut. Mais en gros, dans la dernière nouvelle, Hercule Poirot va en vacances sur l'île de Rhodes, il me semble. Et donc il va interagir avec plusieurs personnages, etc., etc. Et on te présente une situation, un espèce de triangle amoureux. Le titre de la nouvelle, c'est le triangle de Rhodes. Donc voilà. Voilà. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Hercule Poirot mène son enquête et ses réflexions de son côté, mais toi, lecteur-lectrice, tu ne les as pas. T'as pas de questions, il n'y a pas vraiment d'interrogatoire, puisqu'on est dans le genre de nouvelle où on te présente tout le contexte, vraiment tu suis les personnages en vacances, et à la fin, il y a l'événement, l'agression, la disparition, le meurtre, etc., l'accident, ça dépend. Bref, et donc, cet événement est résolu rapidement puisque tu as déjà eu toutes les informations avant, tu vois. Et donc en fait, il n'y a pas réellement d'interrogatoire, il n'y a pas réellement de questionnement, c'est juste que Hercule Poirot vit les événements et on te donne les événements, mais t'as pas les réflexions d'Hercule Poirot, t'as pas les questions d'Hercule Poirot, t'as pas ce qu'il pense, ce que lui il a déduit et tout, c'est à toi de faire tout seul. Et c'est le genre de truc que j'aime pas trop en policier. Moi, si je lis un policier, c'est pour enquêter, tu vois. Et donc là, c'est pas ce que j'aime. Mais elle était très courte et bon, c'était pas nul, quoi. Voilà. Bref, globalement, j'ai bien aimé ce livre-là. Je vous ai même pas précisé, mais du coup, le V.I. Schwab, je pense que c'était le tome 1 pour la saison. Le Agatha Christie, c'était le policier. J'ai choisi un genre par saison, et pour l'automne, c'est le policier thriller. Voilà. Et le livre suivant que je vais vous montrer, c'était l'auteur ou l'autrice que je n'avais jamais lu et que je suis très contente d'avoir découverte. Donc c'est Les Plieurs de temps, le tome 1, Robin à la dernière seconde de Manon Fargeton. J'avais très peur parce que tout ce qui est voyage dans le temps, jeu avec le temps, etc., j'ai du mal. C'est tous des concepts que j'ai du mal à imaginer, que mon cerveau a du mal à appréhender. J'ai vraiment du mal avec ça. Ne serait-ce que le retour dans le temps dans Harry Potter, j'ai du mal. Vraiment, mon cerveau a du mal. Ce qui m'aide avec Harry Potter, c'est qu'on le voit dans le film, donc du coup, j'ai les images et tout. Mais sinon, vraiment, c'est des concepts avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Donc j'avais peur, mais je voulais quand même découvrir l'autrice. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, à tel point que j'ai déjà acheté le tome 2, pour donner un ordre d'idée. Mais on est sur un petit livre jeunesse. Il fait 196 pages. Voilà. Et ça met quand même un petit peu de temps à se mettre en place, du coup je sais pas trop quoi vous dire sans vous spoiler, mais en gros on va suivre Robin qui un jour va découvrir un moyen d'arrêter le temps. Il va découvrir que en faisant une certaine chose, il peut acquérir du temps, et ensuite quand il le décide, il peut stopper le temps. Et du coup, le temps reste stoppé tant qu'il ne le relance pas. Et donc du coup, il peut faire des trucs pendant que les gens sont arrêtés, vraiment tout est arrêté, les voitures sont arrêtées, c'est pas juste les gens autour de lui, c'est toute la ville, ou tout le monde même, qui est arrêté, et donc il peut faire ce qu'il veut pendant ce temps-là. Il découvre que plus il fait, par exemple s'il fait ce truc pendant 1 minute, il peut arrêter le temps 1 minute. S'il le fait pendant 1 heure, il peut arrêter le temps 1 heure. Vous voyez, et donc il va vouloir chercher à faire ça encore et encore pour gagner du temps, littéralement. Mais arrêter le temps, c'est pas anodin et ça a des conséquences auxquelles il ne s'attendait pas. Et franchement, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de thèmes abordés. On y parle de famille, on y parle d'amitié, on y parle un petit peu de harcèlement aussi. D'ailleurs, j'ai un peu peur pour le tome 2, parce que le personnage principal du tome 2 est le méchant de ce tome 1, un peu, si on veut. Et du coup, ça peut... Mais en même temps, j'ai hâte de suivre un personnage comme ça. Voilà, franchement, je m'attendais à pas grand-chose et ça se lit...
Enfin, je m'attendais à pas grand chose. Je sais que Manon Fargeton est une autrice réputée et très appréciée, mais on est sur une thématique avec laquelle j'ai du mal. Du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en vrai, ça s'est lu tout seul. Et c'est de la jeunesse aussi, je pense que c'est ce qui m'aide. Mais j'ai pas eu ici de problème avec le temps. En fait, on est avec un personnage qui arrête le temps. Et il n'y a pas d'histoire d'aller-retour dans le temps. J'ai vraiment du mal avec les gens qui remontent le temps, qui vont dans le passé, et puis qui modifient les choses, et puis qui reviennent, et puis... Ça j'ai du mal, mais là on est vraiment genre juste, je sais pas, je dis une connerie, il est à l'école, tu vois, la maîtresse lui pose une question, il a pas la réponse, il fait pause, il lit son cahier pour trouver la réponse, il relance le temps et il répond à la question. C'est ce genre de petites choses qu'il fait, mais il va de plus en plus loin dans les arrêts du temps et ça va un peu se retourner contre lui. Et franchement j'ai beaucoup aimé et je saurais pas l'expliquer et je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai retrouvé dans l'écriture, dans la narration, dans la construction ici, des choses, des petites choses qui m'ont fait penser à 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier que j'ai lu au mois d'août, au mois de septembre, je ne sais plus. Je saurais pas l'expliquer parce que il y a un petit peu une notion de temps aussi et de courir après le temps dans 10 minutes à perdre, mais c'est aussi dans les phrases, dans le découpage des mots et tout. Vraiment, ça m'a rappelé Jean-Christophe Tixier. Voilà, je voulais juste le citer comme ça. Et franchement, j'ai passé un bon moment avec ce livre. On a quelques illustrations, on n'en a pas énormément. D'ailleurs, voir cette illustration, ça me fait penser qu'on aborde aussi les relations frères-sœurs. Donc, Robin a 2 petites sœurs. Et j'ai trouvé ça très mignon, hyper touchant, hyper cool de voir ça. Et je vous conseille cette série si vous l'avez jamais lue, comme moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et on finit avec la suite de saga que j'avais mise dans cette palle. Je mets toujours une suite de saga dans mes palles de saison et on est typiquement sur le genre de livre que j'estime un peu trop gros pour mettre dans le Pumpkin, mais que j'avais quand même envie de lire. Vous voyez, pour le Pumpkin, j'aime bien mettre beaucoup de livres, lire beaucoup, je mets quelques pavés, c'est vrai, mais je peux pas mettre 6 ou 8 pavés par palle du Pumpkin, puisque je rappelle que je mets minimum un livre par catégorie et par mois du Pumpkin, donc ça fait beaucoup de livres et beaucoup de lectures, mais si je mets que des livres de 300, 400, 500 pages, bah, je peux pas tout lire en fait. Donc ça, j'avais très envie de le lire, mais le mettre dans le Pumpkin, c'est prendre une grosse place dans mon mois de lecture et risquer de ne pas pouvoir lire tous les autres livres que j'ai mis à côté. Vous voyez? Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je le rajoute et je le lis en plus. Ça n'a pas de sens. Mais bref, donc c'est Hybride, le tome 2, l'empreinte de la chimère de Gwendoline Vervel. Et j'ai adoré ce tome 2, j'avais adoré le tome 1, j'ai tellement hâte de lire le tome 3, je sais pas quand est-ce que je pourrais le lire, mais j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Je pense pas que je mettrai le tome 3 dans ma palle du Cold Winter, mais bref. Ici, on va suivre donc, comment s'appelle-t-elle, pardon, Margot. On suit Margot, on la rencontre au début du tome 1, elle t'explique qu'elle a 16 ans et depuis ses 6 ans, elle est en pensionnat, genre sa mère l'a mis en pensionnat, dans une école et tout, où elle est en pension complète, donc elle reste là-bas, elle dort là-bas et tout, elle fait tout là-bas, elle est vraiment en pensionnat, mais elle est tellement en pensionnat qu'elle ne rentre pas pendant les vacances scolaires, à Noël, en février, etc. Elle reste au pensionnat, sa mère ne veut pas la voir. Les seuls moments où elle peut rentrer, c'est 3 semaines l'été. Voilà, donc elle rentre chez elle 3 semaines par an, elle voit sa mère 3 semaines par an, et le reste du temps, elle n'a aucun contact avec sa mère, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de mail, il n'y a rien du tout. C'est comme ça. Évidemment, elle déteste un peu sa mère, mais bon, je comprends que voilà. Et au début du tome 1, c'est les grandes vacances. Mais normalement, elle est censée rester encore 2-3 semaines au pensionnat avant de regagner sa maison, donc avant de retourner chez elle pour les 3 semaines annuelles où elle a le droit d'être chez elle. Mais ce jour-là, ça va se passer différemment et en fait son père vient la chercher et la ramène chez elle. Elle comprend pas trop ce qui se passe, elle se dit que peut-être sa mère a changé d'avis, mais en même temps ça lui paraîtrait bizarre qu'elle ait changé d'avis comme ça du jour au lendemain. Et au fil de l'été, donc, elle va apprendre pas mal de choses. Déjà, nous, on va comprendre pourquoi elle est en pensionnat, pourquoi sa mère l'a mise là-bas, pourquoi sa mère ne veut plus lui parler, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Petite précision au début du tome 1, si les raisons qu'on vous donne pour cette mise en pensionnat vous paraissent bizarres, c'était mon cas, continuez quand même à lire. Parenthèse fermée. Donc voilà, on la suit au cours de cet été dans le tome 1 où elle va apprendre plein de choses sur elle. On est dans du fantastique
hybride, donc elle est hybride. Et on est avec un petit peu des fées, ce genre de magie là, j'ai pas envie de dire les autres noms, mais en gros c'est ça. Et elle va en apprendre plus sur elle, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi sa mère a fait ça, pourquoi son père a laissé sa mère faire, etc. etc., etc. Franchement le tome 1 est dingue, vraiment j'ai adoré le tome 1. Et dans ce tome 2, on a une dualité qui va se mettre en place encore plus, c'est-à-dire que les pouvoirs de Margot vont se développer de plus en plus et ça va se voir physiquement, elle va changer d'apparence et ça va un petit peu, elle va avoir un peu toutes les réactions autour d'elle, il va y avoir des personnes qui lui disent bah c'est toi, tu évolues mais tu es toujours toi-même donc je reste avec toi un peu, tu vois. Il va y avoir d'autres gens qui sont très fiers qu'elle développe ses pouvoirs et ses capacités. Et il va y avoir des gens qui refusent ses pouvoirs et ses capacités et qui lui en veulent vraiment, qui la rejettent complètement et elle va très mal le vivre. Et elle, au milieu de tout ça, elle doit en même temps appréhender ce qui lui arrive, ce qui se passe en elle, ses pouvoirs. C'est pas toujours agréable de voir son physique et son visage changer et se métamorphoser un peu, donc elle galère un petit peu. Et en même temps, avec tout ce qu'elle a appris dans le tome 1, bah, y a un peu les méchants qui prennent de l'ampleur et qui sont là. Et évidemment, comme c'est notre personnage principal, elle est censée combattre ces méchants et avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, on l'a su au milieu de tout ça. Et franchement, j'ai adoré ce tome 2. Je l'ai dit en vlog, j'ai dit beaucoup de choses en vlog, hein. Mais ce tome 2 a le final qu'on s'attendrait à voir à la fin du tome 3. Parce que c'est une trilogie, donc il y a un tome 3 derrière, comme je l'ai dit. Mais ce tome 2, vraiment l'événement de fin, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer dans le tome 3? Pourquoi il y a besoin d'un tome 3 vu que c'est déjà arrivé à la fin du tome 2, tu vois? Et il y a les toutes dernières phrases du tome 2 qui te font te dire que ah oui, du coup il va y avoir autre chose dans le tome 3. Vous voyez, t'as cet événement qui pour toi est la consécration du truc, genre c'est fini, c'est la fin, tu vois? Et après t'as 2-3 phrases en mode ah ben non. Et vraiment j'ai trouvé ça génial, c'était tellement inattendu, enfin, en tout cas moi je l'avais pas vu venir. Par contre on est clairement sur le genre de livre où il ne faut pas aller lire les 2-3 dernières phrases si vous n'avez pas lu le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui aiment bien spoiler, là il faut pas parce que ça spoil vraiment pour le coup. Et aussi on a un glossaire ici, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Moi j'en ai pas eu besoin, mais voilà, je vous le dis parce que j'ai vu notamment un réel de Christiane Tran qui dit qu'elle a lu tout le livre et elle a galéré pendant tout le livre à se rappeler qui était qui faisait quoi, etc. Elle était un peu en mode je comprends pas tout. Et quand elle a fini le livre, elle s'est rendue compte qu'à la fin, il y avait un glossaire. Tu vois. Du coup, elle était dégoûtée. Donc bref, je vous le dis. Mais voilà, franchement, si vous connaissez pas cette saga, je vous la conseille parce que moi, je l'ai pas vue sur les chaînes YouTube et franchement, j'adore cette saga. Alors après, elle date. Peut-être que au moment de sa sortie, je l'ai vue passer et j'y ai pas fait gaffe. C'est possible. Mais enfin, elle date pas tant que ça, hein. Ce tome 2 est sorti en 2023, donc ça date pas tant que ça, mais je me rappelle pas l'avoir vu. Et si je dis pas de bêtises, l'autrice est française, donc je trouve ça d'autant plus important de le préciser. Parce qu'on a beaucoup de dystopies et d'univers fantastiques et tout comme ça, écrits par des anglaises, des américaines et tout, j'ai rien contre elles. Mais la voir avec des françaises, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Gwendoline Derbez a grandi dans le nord de la France alors qu'elle use ses jeans sur les bancs de la fac. Elle s'aventure sur les plateaux de tournage et découvre la magie du cinéma. Mais l'appel de l'écriture se fait bientôt ressentir et la ramène à sa première passion, raconter des histoires. Bref, moi je vous conseille cette saga, elle est géniale. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres et cette BD. J'avoue que le tournage a été un petit peu chaotique et avec le temps dehors et avec mon cher et tendre chien qui a fait un petit peu des bêtises en bas que j'ai un petit peu surveillé, donc je sais pas, j'espère que ça va pas être trop décousu après montage. En général j'ai l'impression qu'au moment de filmer c'est catastrophique et après montage ça va, donc j'espère que ça ira parce que de toute manière je peux pas refilmer cette vidéo un autre jour, je n'ai pas le temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.